toute révolte, toute lutte, toute guerre, y compris les guerres sociales, vont générer des drapeaux, vont générer des emblèmes, vont générer des martyrs. Tout héroïsme est en négatif une forme de martyrologie, et on y a eu droit aussi avec les victimes des violences policières. De même que dans un mouvement social avec beaucoup de guillemets très différent comme celui qu'on voit actuellement dans les banlieues, celui-ci se fonde encore plus peut-être sur cette notion de martyr, parce que il a une victimologie chevillée au corps bien plus que le mouvement social et bien plus que le syndicalisme selon Sorel, qui lui a quand même toujours préféré les héros aux victimes, c'est-à-dire plutôt l'exemple des guerriers grecs à celui des martyrs chrétiens, encore que les deux références soient présentes. Alors comment expliquez-vous, David Lépée, que le socialisme sorélien qui rejette l'étatisme centralisateur et toute forme de captation du pouvoir par un seul a pu avoir à un moment donné une certaine sympathie pour Lénine en Union soviétique, enfin en tout cas en Russie, et pour Mussolini en Italie, sachant que les deux hommes d'État ont lu Sorel, qu'ils n'ont pas toujours été d'accord avec lui d'ailleurs. Ils ont eu des moments où ils étaient très favorables et des moments où ils étaient beaucoup moins favorables et même assez critiques. Et dans le sens inverse, Sorel a pu aussi avoir une certaine forme de séduction à l'égard de Lénine et de Mussolini, et à d'autres moments, au contraire, y être assez opposé. Alors comment on peut d'un côté défendre le peuple en ses états, si j'ose dire, défendre la société populaire, défendre les grandes libertés, les grands mouvements, le mouvement d'autonomie ouvrière, les grandes autonomies sur le plan social, national, etc. Et en même temps avoir de la sympathie pour le communisme étatiste et pour le fascisme qui est tout aussi étatiste. Alors c'est vrai que c'est paradoxal, c'est peut-être un épisode de plus de la longue histoire des intellectuels qui se fourvoient dans la politique politicienne. Il est d'ailleurs symptomatique que Sorel se montre beaucoup plus vigilant, beaucoup plus méfiant envers les politiciens ou les figures politiques, disons au sens large, de son propre pays, Maurras y compris, puisqu'on se souvient que l'épisode du cercle Broudon n'a rien à voir d'une adhésion de Sorel au mauressisme, mais s'accompagne d'une grande méfiance, alors que ces chefs d'État étrangers, pour certains très lointains, bénéficient de sa part, du moins dans un temps, d'un regard un peu plus sympathique. Alors pour Lénine, le cas est un petit peu particulier, d'une part parce que cette sympathie n'était pas vraiment bilatérale, n'était pas vraiment réciproque. Lénine qualifiant Sorel d'anarchiste brouillon, c'est le terme qu'il employait. Mais Lénine, à ses débuts, n'oublions pas, avant d'être un marxiste-léniniste, est un marxiste tout court, et il y a dans Marx l'idée du dépassement de l'État, comme dans Sorel. Sauf qu'évidemment, l'expérience soviétique a remisé cette partie-là de la théorie au placard, hélas sans doute. Et du côté de Mussolini, c'est un petit peu différent. Alors Mussolini, lui, plus que Lénine, avait une certaine admiration, une certaine estime pour Sorel, mais c'est une admiration politique qui, comme toujours avec le fascisme, et je dirais même avec les fascismes au pluriel, ne se départit pas d'une certaine dose d'opportunisme. D'un côté, on va dire la rigueur doctrinale léniniste, et de l'autre côté, du côté mussolinien, on a quand même une certaine souplesse, une certaine adaptation, ce qui fait que la théorie n'a qu'un rôle secondaire. De toute façon, ces deux sympathies n'ont eu qu'un temps, et je pense qu'en vieillissant, je dis pas que Sorel soit devenu plus sage, parce qu'il n'est pas forcément sage de se désengager ou de ne croire en rien, mais disons, l'expérience lui a quand même appris à se méfier de tous les politiques, de gauche comme de droite, quels qu'ils soient, et je pense que sur ce plan-là, on peut lui reconnaître une certaine lucidité.